Quand Groman nous parle du poisson d'or qui vit dans l'eau d'un bleu profond avec d'autres poissons rouges et violets plus petits, il nous entraîne dans l'étang avec les poissons. C'est l'évidence de la représentation qui nous permet de le suivre. Représentation qui se fonde sur notre habitude des images et sur notre expérience du monde. Mais quand il fait référence aux poissons qui nagent près des bords de l'image, il nous invite, d'une certaine manière, à revenir à la surface, pas à celle de l'étang, mais celle du tableau. Pourquoi? Parce que si l'on s'en tenait au représenté, on s'attendrait plutôt à lire, nager près des bords de l'étang ou de l'aquarium. Mais nager près des bords de l'image, c'est étrange. Et j'aime bien cette façon de procéder de Groman. Je le redis, c'est une vision très libre de la peinture de Klee, en cela qu'elle mêle différentes dimensions de l'expérience picturale. S'il y a un peintre pour qui ces deux dimensions sont en théorie et en pratique indissociables, c'est bien Paul Klee. Ce que ramène cette plongée dans les profondeurs, qu'on l'appelle comme on voudra, rêve, idée, imagination, ne saurait être vraiment pris au sérieux avant de s'être associé étroitement aux moyens plastiques appropriés pour devenir œuvre. Klee, il est dans cet entre-deux, conscience du matériau pictural et vision du monde. Et du rapport entre ces deux dimensions dépend l'expression. Les poissons donnent l'impression de fuir aux quatre coins de l'étang parce que littéralement leur forme se situe aux quatre coins du tableau. Le tableau de Paul Klee est composé d'un espace central qui a une forme à l'image de celle du grand poisson, deux surfaces équivalentes entre celle de la forme du grand poisson et celle additionnée des formes des petits poissons, d'une hiérarchie de l'intensité chromatique qui est accordée à celle de la fragmentation des surfaces. C'est-à-dire, et là j'insiste encore une fois, des propriétés littérales desquelles, on vient de le voir, émane le sentiment que non seulement tout est à l'image et à la mesure du poisson d'or, mais également que tout lui est soumis. La question par rapport à la littéralité, c'est où s'arrête-t-elle? Moi, c'est quelque chose qui me passionne, ça. Est-ce que littéralité, c'est synonyme de matérialité? Les relations entre les couleurs, on peut les situer au niveau des lignes. Je regarde les peintres là. Au niveau des lignes, différence entre les couleurs. Et si après, on se laisse un petit peu aussi aller avec les couleurs, qu'on rentre dans une dimension de devenir, de mouvement, de dynamique, d'intensité, on voit que ce sont les contrastes qu'on va commencer à mettre en relation. Or, en faisant ça, on a déjà quitté la matérialité. On est dans une dimension idéale. Et pourtant, il y a une continuité entre cette dimension idéale et la dimension matérielle. Les termes qui sont mis en relation qui donnent des contrastes eux-mêmes mis en relation qui donnent des devenirs. Donc j'interroge, en fait, est-ce que c'est juste de réduire la notion de littéralité à celle de matérialité? Et pour conclure, j'ai envie de dire que c'est un extraordinaire défi de peintre que s'est lancé ici Paul Klee. Car si tout est fait pour mettre en exergue la forme centrale, cela pose un problème d'équilibre et d'harmonie. Comment ne pas être happé définitivement par cet élément? Comment sortir de sa zone d'influence au sens littéral comme au sens figuré? Autrement dit, existe-t-il des chemins pour un mouvement qui redonnerait vitalité à l'ensemble? Et ce mouvement, c'est celui des petits poissons rouges qui nous entraînent vers les situations les plus éloignées du centre. Alors se crée un rythme
formé de ces deux forces qui se répondent et s'équilibrent, un rythme quasi cosmique entre une force gravitationnelle et un mouvement d'expansion. Un rythme qui brasse et concerne tous les éléments du tableau, un rythme, enfin, qui exprime un devenir, autrement dit, une dualité considérée comme une unité. Merci.